Bonjour à tous, bienvenue à cette série de petites vidéos que je fais pour la première fois. Euh, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, donc on va espérer pour le mieux. Euh, je vais vous parler de choses d'optimisation par rapport à Maya, des choses que je pense qui pourraient vous être utiles et que c'est cela qui va vous permettre peut-être d'augmenter l'efficacité de votre travail. Prenons une scène normale de Maya et ajoutons quelques géométries. Je vais déplacer ces petites géométries W dans toutes les directions. Pardon. Et ainsi, bien les voir. Donc, à chaque géométrie, je vais assigner un New Material. Je vais prendre ceux de Maya tout simplement. Blin, Assign New Material, right-click. Maya, un Fong, Sphere, right-click. Assign New Material, un azinotropique. Et ici, on va prendre Assign New Material, celui d'Arnold, Shader, le standard surface. Si on ouvre le dans Windows, Rendering Editor, LibreShade et bien sûr, il y a le petit icône ici qu'on peut servir aussi pour l'ouvrir. Nous voyons que nous avons les shaders ici présents. Donc, pour optimiser une scène, nous avons une énorme scène, il y a plein de choses dedans, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On peut optimiser avec File, Optimize Scene Size. Qu'est-ce que ça a pour effet? C'est d'enlever toutes les choses qui sont inutiles, qui ne sont pas branchées dans votre scène. Euh, mais il n'y a aucun undo pour faire ça. Donc, il vous demande vraiment, êtes-vous sûr de vouloir ça? Donc, c'est toujours une très bonne idée de faire une copie de votre scène avant de faire ce type de choses. Je fais OK, il ne s'est rien passé parce que ces choses sont tous branchées ensemble. Si, par exemple, j'élimine de la géométrie et que je refais encore la même chose, Optimize Scene, demande. Là, vous pouvez voir qu'il a éliminé euh, les shaders qui n'étaient pas connectés, tout simplement. Il a gardé le standard surface. Et voilà. Bon, comme tout semble bien aller avec les vidéos, j'ai vérifié mon premier vidéo fait à vie. J'aimerais préciser que pour le Optimizer Scene Size n'est pas seulement pour les shaders, il s'applique à plusieurs objets de la scène euh, que vous pouvez même optimiser de façon indépendante. Euh, et donc, vous avez plein de choses que vous pouvez sélectionner en conséquence de qu'est-ce que vous voulez éliminer ou non. Autre chose que si vous êtes comme moi et que vous voulez vous débarrasser du shell que vous n'utilisez pratiquement jamais et obtenir plus d'espace, vous venez ici et vous faites le Shift Tab. Malheureusement, ça n'élimine pas euh, le shell au complet. La façon de faire, Windows, UE Element, Shelf. Et vous avez d'autres choses que vous pouvez éliminer si cela vous donne plus d'espace, des choses que vous n'utilisez pas. Moi, c'est le chef en général qui me donne de l'urticaire. Bon, un autre petit truc que j'aime bien, que je veux vous montrer, c'est ici à l'intérieur, j'ai un petit pardon, un petit cône qui se trouve à l'intérieur de cette chose. Euh, c'est sûr qu'on peut utiliser le outliner pour réussir à trouver notre fameux petit cône. Mais si ça se trouve être un rig,
avec énormément de choses à l'intérieur, ça se peut que pour trouver le contrôleur que vous voulez sélectionner, ça peut être compliqué. Donc, on le voit, mais si je peux finir par... Oui, on le voit, mais malheureusement, très difficile à sélectionner. Euh, le truc, dans ce temps-là, c'est de tout sélectionner alors. Quand on sait à peu près à quel endroit il se trouve, on fait CTRL et on vient sélectionner les autres objets. Et notre cube, pardon, notre cône devient accessible. Il est sélectionné. Un petit truc très simple, mais que je trouve vraiment pratique et qui pourrait vous être utile. Bon, un autre petit truc, vraiment simple, vous allez comprendre. Imaginons que nous avons une scène très complexe, que oui, il y a la géométrie, mais en plus, il y a des lumières, il y a des caméras, des animations au travers de tout ça. Donc, et on veut tout simplement avoir notre objet ici. Euh, souvent, des gens vont, s'ils réussissent à sélectionner ou vont ensuite aller sélectionner tous les autres objets et les déliter. Mais ne serait-il pas plus simple, tout simplement, de faire un file export? Export selection. Ouf. Euh, bon, ça semble un bon endroit. Donnons-lui cone. Export selection. Parfait. File. New scene. Don't save. File. Import. Mon cône est là. Import. Et voilà, ma scène est clinée de toutes les caméras, de toutes les lights et géométrie inutile. Je ne garde que l'objet que je voulais avoir. Pour la prochaine vidéo, nous avons la scène suivante. Encore une fois, c'est un exemple de scène qui pourrait avoir sur un personnage qui a un rig très complexe. Donc, il peut avoir des locators, des sphères, des mèches, peu importe, et ils ont des noms spécifiques. Euh, une façon de faire une recherche et de sélectionner les objets euh, quand on ne sait pas vraiment où ce qui se trouve dans la scène, mais qu'on connaît leur nom, on peut utiliser évidemment les commandes mail. C'est souvent laissé de côté et pourtant c'est excessivement puissant. Une façon de connaître les commandes, prenons la commande sélection, c'est d'aller dans un navigateur de recherche et faire select, comme vous pouvez voir, je l'ai fait souvent, Maya et Mel. Mel pour le Maya Embedded Language. Donc, on fait ça. Et le select command Autodesk est souvent la première à se pointer. Donc, il nous dit exactement ce que ça fait. Tout. C'est si vous voulez vous perfectionner, oui, c'est bien, mais moi, souvent, je passe par-dessus, je regarde les flags qui sont utiles et même, en général, je vais voir les exemples. Donc, comme exemple qu'il nous donne pour sélectionner tous les objets, c'est Select Dash All, avec un point virgule qui n'est pas toujours nécessaire dans Maya, mais on va le mettre pareil, Select Dash All, point virgule, et on fait Enter. Pouf, et voilà, il a sélectionné tous les objets. En faisant des recherches un peu plus spécifiques, j'ai découvert qu'on pouvait, avec le Select, euh, donner des noms avec des wildcards pour qu'ils complètent le nom pour nous. Donc, ça peut être très pratique pour des choses qui, justement, comme sont toutes nommées d'une certaine façon, d'une certaine je cherche, j'ai hiérarchie, mais c'est pas ce que je veux dire, nomenclature. Donc, une certaine nomenclature spécifique, comme pour les locators, qui commencent toutes par L. Donc, je vais utiliser cette commande pour select comme ça.
L, étoile, je ferme les guillemets, et pouf, et voilà. Donc, en utilisant cette syntaxe, ça me permet de sélectionner seulement mes locators très rapidement. Donc, la syntaxe est très simple. Un select, guillemets, le nom wildcard pour compléter. Et vous pouvez mettre le wildcard en premier si c'est un suffixe et non un préfixe que vous utilisez. Mais pour les vrais, je vous recommande d'utiliser Python. Donc, select Maya Python. Et vous pouvez voir ici qu'au lieu de Mel, de l'autre, pardon, voilà, Mel, nous avons Python. Et encore une fois, nous avons les exemples à la fin. C'est ce que j'aime utiliser le plus. C'est plus facile à comprendre. C'est donc command select all égale true. Vous remarquerez CMDS point en avant du select. Pour les commandes Python, ça vient d'une commande qu'il faut importer les commandes Python à l'intérieur de Maya. Heureusement pour nous, Maya a déjà fait ça pour nous en souverain. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter CMDS, point, la commande qu'on veut faire et la bonne syntaxe. Cette fois-ci, pour dire que tous les objets, c'est all égale true. True avec un T majuscule. Donc, testons cette commande. Première chose à faire, transformer notre mail ici en Python. Donc, CMDS pour commande, point, select la commande qu'on veut utiliser. On ouvre la parenthèse, all égale true en T majuscule et on fait Enter. Et encore une fois, il vient de sélectionner. En utilisant cette même logique, testons la sélection de nos locators, cmds.select, on ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets, L, wildcard, l'étoile, et on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on fait Enter, et voilà, nos locators sont sélectionnés. Donc, ne pas avoir peur de plonger dans les commandes Maya et Mel. Certaines commandes, pas Mel et Python, je veux dire, pardon. Certaines commandes Python ne se retrouvent, ne fonctionnent, plutôt, certaines commandes Mel ne se retrouvent pas dans Python. Donc, c'est bon d'avoir un peu des deux arsenals à notre disposition si on veut pousser vraiment loin. Et une autre chose excessivement pratique, une fois que vous avez commencé à faire, c'est que vous pouvez venir sélectionner ici et avec les flèches haut et bas, vous pouvez venir chercher vos anciennes commandes. Donc, très pratique pour refaire une commande. Donc, select all, pouf, et voilà. Et si je veux, pardon, je resélectionne ici et je veux faire mes locators. Oh, c'était la commande Mel. Je reviens à la commande Python. Et voilà, mes locators sont sélectionnés. Donc, n'ayez pas peur de plonger à l'intérieur des exemples Python ou Mel. Si vous ne trouvez pas votre commande dans Python, vous pouvez toujours vous référer à Mel, voir si elle existe. Et il y a énormément de gens qui donnent des exemples un peu partout sur le web. Faites des recherches et vous serez grandement satisfait. Bon, pour le prochain petit truc, imaginons que vous avez un modeleur qui est devenu complètement fou, puis qui a décidé qu'il reproduisait à l'infini certaines pièces
de, de géométrie. Là, présentement, mon ordinateur est capable de le prendre sans aucun problème, mais imaginons que vous êtes sur un ordinateur moins puissant, que la scène est énorme, qui a décidé de faire un bateau puis de mettre toutes les vis en 3D. Bon, si vous trouvez un moyen de sélectionner tous vos objets, il y a un moyen de s'en sortir pour rendre ça plus malléable assez facilement. Première des choses, on a nos objets qui sont tous des objets individuels et on s'en crée un nouveau. Polygon Primitive. On prend un objet comme un cube qui a très peu de géométrie et on le met de côté à un endroit qui ne viendra pas déranger notre scène. On sélectionne tous nos objets et en dernier, avec un Shift Select, on vient sélectionner notre objet en dernier. Donc, les autres sont blancs, lui reste vert. Et on fait Modify, Replace Object. Oups. Pour l'instant, on va le garder tout simplement en copie. Replace Object. Il travaille. Bang. Tous les objets ont été remplacés avec notre objet, le dernier objet sélectionné. Très simple, une façon vraiment rapide d'alléger une scène. Et même encore mieux, on vient se créer un locator et encore une fois, on sélectionne nos objets, Shift, select le dernier, Modify, Replace Object. La scène vient de tomber ridiculement légère, sauf si vous aviez besoin des objets pour un repère visuel, c'est sûr que c'est pas le meilleur, mais si vous avez vraiment pas besoin des objets pour un repère visuel, c'est une façon d'avoir quand même une idée générale de l'endroit où ils sont, en regardant une scène très légère, puis sans avoir besoin des ID. Au moins, on a une idée générale où est-ce qu'il se trouve dans l'espace. Et par la suite, ce que j'aurais dû faire, c'est garder un objet original, ce que je n'ai pas fait. Étant donné que c'est un objet assez simple, je vais pouvoir le recréer. C'était un cylindre ici. Et ce qui est encore mieux, si je peux la placer au bon endroit, c'est encore, on peut ramener la scène, tout simplement. Ici, mon objet n'est pas vert, donc je fais un contrôle pour l'enlever et un shift select pour le reprendre. Il vient vert. Et on fait encore une fois un modify, replace objet, on prend les options et ici, on met tout simplement une instance. Replace object. Donc, en mémoire, il ne va conserver qu'un seul objet et les autres vont être des copies faites à partir de questions de mémoire. Malheureusement, ou heureusement, selon les cas, si on modifie l'objet, right-click, face, et je sélectionne des faces, vous pouvez remarquer que tous les autres objets ont les faces sélectionnées. Donc, si je modifie l'objet, tous les objets sont modifiés. Ça peut être pratique comme ça peut ne pas l'être. Ça dépend de votre scène, ça dépend de qu'est-ce que les objets représentent. Si ils doivent tous être identiques et suivre l'objet principal, c'est merveilleux. Si ils doivent être considérés comme des objets tous indépendants, ça peut devenir un problème. Mais des instances, c'est une bonne façon d'alléger une scène qui est lourde. Et voilà. Bon, prenons les deux objets suivants, la sphère et le cube. On veut les contraindre les uns avec l'un avec l'autre. Donc, on va tout simplement aller en rigging et
Constraint. Avant, je dois sélectionner, je sélectionne l'objet qui va contrôler en premier et l'objet qui va se faire contrôler en deuxième. Constraint. Point. Assez simple, mais à partir de maintenant, si je sélectionne la sphère, le cube suit la sphère automatiquement. Par exemple, si je déplace le cube, il va rester là tant aussi longtemps que je n'aurai pas updaté la position de la sphère. Tant que la sphère ne bouge pas, le cube ne suit pas. Il y a une autre façon de faire. CTRL Z, qui donne un résultat légèrement différent. C'est dans Windows, General Editor, Connection Editor. Je sélectionne la sphère et je reload left. Donc, tous les paramètres de la sphère qui est possible de connecter se retrouvent sur ce côté-là. On va être intéressé par le Translate ici. Et on sélectionne le cube, Reload Right. Donc, je peux, à partir de maintenant, prendre le Translate et il nous dit, c'est beau, on prend le Translate de la sphère et on l'applique. À quoi tu veux que je l'applique? Je veux que l'appliquer au Translate du cube. Paf! À partir de ce moment-là, la sphère contrôle le cube. Et la différence, c'est que c'est en tout temps. Si j'essaye de déplacer le cube, j'en suis incapable. Il est lié à la sphère. Une chose que, si jamais vous utilisez cela, de faire attention, c'est que si c'est from to, donc de gauche à droite, si jamais vous vous retrouvez comme ceci, vous loadez la sphère à gauche et à droite, le cube à droite, et que vous tentez de sélectionner le Translate, où est-ce petit Translate, il va refuser parce que vous devez sélectionner ce côté-ci en premier parce que c'est lui qui de lui à lui. Donc, si vous, de la façon dont mes objets sont loadés, si je veux que ce soit la sphère, je dois changer la direction, tout simplement. C'est très simple. Mais on n'utilisera pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien mettre entre les deux pour modifier la valeur qui est transférée d'un à l'autre. Il y a une bien meilleure façon de faire ça. Donc, la façon de faire, c'est d'utiliser Windows Node Editor. Je sélectionne toutes les nodes et je fais moins ici. Ceci ne délite pas les nodes, il fait juste les retirer du viewer. Je recommence donc à zéro. Je prends les deux objets et j'additionne leurs nodes à l'intérieur. Ça met leurs nodes shape et de transform. On peut toutes les sélectionner et regarder toutes leurs connexions qui sont associées. Je vais laisser tomber les shading groups parce que se trouve être les textures et shaders. Donc, je ne m'y attarderai pas pour l'instant. Ce n'est pas le but. Le but, c'est ici de contrôler les objets grâce aux nodes. Donc, si on observe, on a le polycube et le polysphere et on a trois nodes pour chacun. La première node se trouve être l'historie, plutôt les entrées qui peuvent modifier
euh, les attributs de l'objet, comme les faces, les vertex et ainsi de suite. Donc, les components de l'objet. Et ensuite, on a l'objet lui-même euh, qui reçoit justement ces entrées-là et qui crée un objet à partir des valeurs. À part pour la sphère, pardon, euh, on a, si on double-clique, s'assurer de bien double-cliquer pour euh, amener les valeurs, c'est les transformes qui sont à part. Donc, parce que les transformes prennent l'objet comme l'objet en entier. Ils ne viennent pas modifier les components, ils prennent l'objet en entier et ils modifient l'objet en entier. Donc, ils sont comme considérés comme à part et pas nécessairement connectés à l'objet, bien qu'ils soient directement en relation avec lui. Euh, Quoi d'autre à dire à propos de ça? Y a-t-il autre chose? Ah oui. euh, Imaginons que j'aime bien la vue, mais je veux avoir la vue de juste du cube. Donc, je peux ajouter un tab, sélectionner le cube et additionner ces nodes. Donc, je ne tiens que les nodes du cube. Je viens chercher ces connexions après avoir sélectionné les nodes. Donc, j'ai toutes les connexions des nodes. Je peux le refaire encore. Je crois qu'il y a d'autres nodes de connecter encore. Euh, le, le light qui vient modifier le shading group, le render partition, puis le shader qui vient affecter. Donc, dans mon cas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne fais pas de delete, mais bien le négatif ici pour pouvoir voir juste ce que je veux. Donc, mes deux objets, un seul objet. Donc, c'est une façon très rapide euh, de voir les connexions de chaque objet. Middle-click sur le tab nous permet de l'effacer. Donc, voici pour la base pour observer les nodes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nodes-là? C'est là que ça devient intéressant. Je vais fonctionner avec des transformes ici et je vais tout simplement me permettre, en ouvrant ces sorties, pardon, on peut le faire plus rapidement avec toutes les nodes ici, mais là, je veux seulement ces deux nodes-là. Je veux créer la même contrainte que nous avions avec ces deux objets-là. Je veux que le cube soit contraint à la sphère. Donc, je vais déplacer pour mieux voir et avoir mes valeurs ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir chercher le translate de ma sphère et de venir le brancher ici. Et voilà, à partir de ce moment-là, le translate est transféré directement de la sphère au cube. Et encore une fois, mon cube est directement branché, suit la sphère. Et je ne peux pas modifier le cube, le translate du cube, parce qu'il reçoit une indication directe. Mais c'est là que la différence peut être intéressante, c'est que on peut utiliser les fameuses nodes, nos grandes amies, les nodes mathématiques. Donc, je viens chercher ici, c'est un multiply. Un multiply divide.
on peut ouvrir le Translate et choisir de façon indépendante chacune des fonctions. Ici, si on regarde bien, les inputs sont X, Y, Z. Donc, mais prenons le Translate au complet et venons brancher dans le input 1. Parfait, ça a très bien fonctionné. Et si, donc, j'ai les valeurs du Translate de l'input 1 qui viennent de se mettre ici. Une chose que je vais peut-être oublier de vous dire qui est peut-être intéressante, c'est dans le channel, il nous indique, le cube nous indique qu'il reçoit des données d'une autre géométrie avec un petit cône jaune à l'avant ici. Je reviens à mon multiply. Donc, présentement, mes valeurs sont multipliées par 1. Si je voudrais que toutes mes valeurs soient multipliées par 0,5, 0,5, 0,5, Enter, et que je viens brancher l'output dans le Translate. Pouf! Donc, je bouge ma sphère et mon cube se déplace, mais à la moitié de sa vitesse, à la moitié de ses valeurs, je dirais, pas de ses, mais de ses valeurs. Quand il est à 0, tout le monde est à 0, mais lorsque je déplace, il prend 2 fois plus de temps parce qu'il y a la moitié de la valeur pour se déplacer. Et je ne peux toujours pas le déplacer. Donc, cette note-là vient nous permettre de faire des modifications sur la vitesse que les objets réagissent, la façon qu'ils se transfèrent les valeurs. Donc, ça peut être très intéressant pour des rigs quelconques, des modifications peut-être aussi quoi d'autre pour que ça pourrait être utilisé des wobbles. Donc, on voudrait qu'un ballon réagisse différemment selon son déplacement. On pourrait faire que il y ait on crée une certaine forme d'animation puis qu'il y ait un wobble. Donc, par rapport à ça, c'est dur de donner des exemples, mais en général, c'est surtout dans les rigs que c'est utilisé. Donc, ça nous permet de faire toutes sortes de choses. Et en plus, la node nous permet de diviser si on veut. Donc, en divisant, cette fois-ci, il devrait se déplacer 2 fois plus vite parce qu'on divise 0,5. Donc, c'est comme le multiplier par 2. Et c'est une autre réaction qu'on obtient. J'efface la node et garde les anciennes valeurs. Donc, je peux remettre tout ceci à 0. Et voilà. Même chose pour la sphère. Et si on, à la place, on prenait la rotation de la sphère pour faire le translate. Ici, il s'aperçoit que c'est deux choses différentes, donc il met une conversion. Ça va arriver assez souvent. Ne vous en faites pas pour les notes qui ajoutent.
Ce sont deux valeurs différentes, très, un peu comme les floats, les vecteurs. Donc, c'est le type de valeur. Bien que c'est trois valeurs chaque, les types de valeurs sont différents. Donc, elles sont traitées différemment. Il y a besoin d'un convertisseur entre les deux. Et c'est vraiment bien qu'il le fasse pour nous. Donc, si je prends, à partir de maintenant, je peux tourner ma sphère pour contrôler la, le translate du cube. Encore une fois, pour des rigs, des contrôles faciales, ça peut être vraiment utile. Euh, c'est rapide à faire, c'est simple et euh, ça bouge trop vite. Et ça y est, on revient avec notre node multiply divide. Multiply divide. Je branche mon. Il va-tu mettre un 30? Oui, il m'en met un. OK. J'aurais pu prendre lui, mais c'est pas grave. Donc, il l'a transformé et je prends. Et si je décide de diviser par 10, et ensuite je prends l'output que je viens mettre dans le translate. Donc, j'ai ralenti, ce qui me donne un plus grand contrôle sur le cube par rapport à la rotation de la sphère. Et il y a toutes sortes de nodes qui peuvent être utilisées. La node inverse, invert, pardon. Inverse matrix. Oh, quad invert. Ce n'est pas du tout ce que je m'attendais. Je crois que je me trompe. Je crois que c'est reverse. Reverse. Essayons celle-là. Donc, cette fois-ci, encore une fois, je débranche celle-ci. Je supprime. Bon, en plus, tout revient à zéro. C'est, n'est-ce pas merveilleux? Parce que le translate de celui-ci est à zéro. Et celui-ci aussi. Donc, je prends le translate. Je le branche ici tout simplement. Et l'output, translate. Observons. Input, output, parfait. W. Et va faire exactement l'inverse. Donc, ça peut être utile pour certaines choses. Action-réaction. Vous trouverez des utilités pour ça. Je ne fais que vous montrer des choses qui peuvent s'avérer pratiques. Il y avait une autre node que je tente de me rappeler par cœur. Je vérifie sur ma liste. C'est la node condition, mais je dois l'inspecter avant de tenter de vous l'expliquer. Donc, la node condition. Donc, tab, condition. Nous allons utiliser
encore une fois, le translate, mais pour seulement en Y pour la condition. Je m'explique. Donc, la condition nous permet de vérifier entre deux valeurs, le premier item et le second item, qui sont des floats, type float. Donc, first item, second item, il compare les deux et soit qu'ils sont égales, pas égales, plus grand que, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc, qu'est-ce que je veux essayer de faire? C'est que si la sphère, son Y, donc sa position Y, est plus grande que 0, le cube va revenir à 0. Et s'il est plus petit que 0, le cube va s'attacher à la sphère. Tentons de faire cela. Je prends donc l'Y, la valeur Y du translate, que je viens mettre dans le first item. Donc, si je veux, dès que le premier item est plus grand que le second item, qui lui va se trouver être un constant, encore une fois, tab, constant, float constant, que je vais mettre à 0. Je prends ma valeur de float et je le mets dans le... Donc, je veux que si il est plus petit ou égal, less or equal, plus petit ou égal, donc c'est vrai, je veux que le translate de la sphère, true, quand que c'est vrai, quand c'est true, se transfère le out, se transfère au translate du cube. Si c'est pas vrai, on va utiliser la valeur qui est ici. Pour l'instant, elle est à 1, 1, 1. Je vais la mettre à 0, 0 et 0. Oh, pardon, 0. Voilà. Donc, normalement, parfait, elle est au-dessus. Donc, ce n'est pas vrai qu'il est plus petit. Ce n'est pas vrai qu'il est plus petit que lui, donc, ça, pardon, que lui est plus petit que lui. Donc, c'est normal qu'il revienne à 0. Donc, si je descends ma sphère, pouf, il s'attache parce que maintenant, sa valeur est négative. Elle est plus petite que 0, less ou equal à 0. Donc, on prend cette valeur-ci qui est vraie. Et si je ramène ma sphère, pouf, et encore une fois, je ne peux pas déplacer. Donc, ça, quel genre d'utilité que ça peut avoir? Un personnage a un gun dans ses mains et lorsqu'il apparaît, lorsqu'il entre dans une zone quelconque, on détermine qu'il lâche son gun, tout simplement. Ça se fait de façon automatique. S'il y a plusieurs personnages, ils vont tout simplement tous lâcher leur gun à ce moment-là. Ça serait une façon de faire. euh, mais il y a plein d'utilités, évidemment, qui peuvent être autres que cela. Peut-être si un personnage s'approche d'une porte et détecte sa proximité à la porte et décide d'ouvrir la porte selon la distance qui est par rapport à la porte. Donc, vous pourrez calculer la distance de la porte et ouvrir la porte en conséquence. Toutes sortes de choses que vous pouvez faire avec les nodes, avec les mathématiques. C'est tellement amusant. Et ce n'est que quelques nodes que je vous ai montrés. Des nodes excessivement pratiques qui peuvent être vraiment très utiles.
Parlant d'utile, il y a d'autres nodes qui se trouvent. J'ai ouvert le Hypershade pour aller voir. Dans Maya, il y a les nodes Utilities. Et il y a toutes sortes de nodes qui peuvent faire toutes sortes de choses, autant pour les couleurs euh, que pour justement des translates, des rotations et tout ça. Euh, Tout simplement parce que c'est des formules mathématiques. Donc, et Maya, heureusement, s'occupe pour nous de faire les transformations quand que les valeurs sont souvent incompatibles les unes avec les autres, des rotations et des translates et ainsi de suite. Il s'occupe de les faire rendre compatibles pour nous de façon automatique, ce qui est vraiment cool. Euh, Une node, justement, comme exemple, que j'ai vu, que j'avais trouvé vraiment intéressante. Est-ce que je suis capable de la retrouver rapidement? Évidemment, elle ne me sautera pas aux yeux, mais je sais son nom. Euler float, non, 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 non. Ah, angle between. Voilà. Donc, une node qui prend deux directions, qui sont des vecteurs, et qui nous dit l'angle entre les deux. Puis là, vous allez dire, oh, attends un peu. Un vecteur, c'est trois flottes. Oui. Comment ça se fait que ça donne une direction? C'est très simple. C'est une direction par rapport au zéro. Donc, ici, euh, c'est un Y qui est à 1. Donc, on part de 0 et on monte à 1 en Y. Donc, c'est une direction qui s'en va directement vers le haut. Tandis qu'ici, c'est si on part de 0, 0, 0, 0, et on va à 0, 0, 0, pardon, 0, 0, 1, c'est en Z. Donc, euh, il s'éloigne de nous, il vient vers nous, je ne suis jamais sûr, mais c'est en Z. Donc, de 0 à 1 en direction Z, c'est cette direction-là. Donc, si on compare les deux vecteurs, un va vers le haut, vient vers nous, on obtient un angle exactement de 90 degrés. Allons tester cela avec, pardon, je me suis trompé, je ferme ceci et j'ai déjà une, mon, ma node qui s'est mise ici et je viens chercher, je vais tout simplement le brancher parce que, encore une fois, ça devrait donner mon angle de 90 degrés. Le Euler dans le rotate du cube. Oups. Error, attribute, angle between Euler cannot be connected. Qu'est-ce que... Est-ce que je me suis trompé? Je tente à nouveau. Dans le rotate, oui, je m'étais trompé. Et comme vous pouvez voir, mon cube a tourné à 90 degrés. Si je sélectionne mon cube, et voilà, j'ai mon 90 degrés ici. Donc, c'est ce qui nous permet de prendre deux vecteurs, de les brancher ici, et on obtient l'angle entre les deux. Donc, toutes sortes de nodes qui peuvent vous être utiles. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais souvent, ce que je remarque, c'est les gens qui font des choses incroyables utilisent des nodes qui ne sont pas prévus pour qu'est-ce qu'ils étaient prévus au départ par ceux qui ont conçu le logiciel. Les gens utilisent des notes pour toutes sortes de façons et de raisons bizarres et ils obtiennent ce qu'ils veulent de ces façons-là. Mais pour ça, il faut prendre la note, la tester, voir qu'est-ce qu'elle fait. Euh,
Quelquefois, c'est absolument inutilisable, mais d'autres fois, on obtient des choses assez incroyables. Ça vaut la peine d'être exploré si on veut pousser beaucoup plus loin ce qu'on peut faire avec Maya. Une autre node qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est le blend. Blend colors. Donc, il prend des couleurs, mais les couleurs sont des vecteurs, donc 3 valeurs, ce qui devrait fonctionner avec les translates. Pour ce, on a besoin d'un autre objet. Create, et prenons le cône que je mets un peu plus bas. Et j'ai mon cône. Je vais juste déplacer ceci que je n'ai pas utilisé, mais que je vais plutôt utiliser encore une fois, c'est valeur. Le mot m'échappe, mais c'est en tout cas c'est son translate. Je branche tout simplement le premier translate dans le color 1 qui se branche directement sans même faire des transformations. Dans le color 2, celui du cône, et je prends le output que je mets dans le translate. Et à partir de maintenant, il fait une moyenne, plutôt, il mélange les deux valeurs des deux objets pour obtenir la position du cube. Et en plus, si je sélectionne le node, le blend, pardon, je peux donner plus de puissance au cône ou à la sphère d'un point de vue d'influence sur l'objet. Donc, encore une fois, des choses très pratiques en rigging ou si vous voulez faire des petites choses rapidement sans avoir besoin de comprendre des contraintes compliquées avec juste un blend color et quelques nodes, des branchements rapides, et voilà, c'est fait.